le cadre des journées d'études de sociologie des Masters 2 de l'Université de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiantes de sociologie des universités de Tours, de Poitiers et de Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention d'Alice Voyer, étudiante en Master 2 de sociologie à l'Université de Tours. Elle vient présenter son mémoire dirigé par Delphine Cortel, intitulé « L'alimentation durable, un terreau fertile à la croisade morale ». Ses recherches s'inscrivent principalement dans la sociologie de l'environnement. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les raccourcissant et en les modifiant pour les rendre plus dynamiques. Sur YouTube, vous pourrez retrouver le support visuel de sa présentation. Bonne écoute! Alors bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui et de me permettre de faire cette communication. Pour commencer, il me semblait quand même important de recontextualiser brièvement ma recherche. Donc cette année, j'ai réalisé une enquête ethnographique sur une association qui cultive un jardin en écoculture, mais qui réalise aussi des ateliers de cuisine sur l'alimentation végétale. Donc voilà, des plats végétariens essentiellement à partir de produits bio et cultivés pour beaucoup dans le jardin de l'association. Donc le but de cette association, c'est à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire, de promouvoir l'autonomie alimentaire, mais aussi surtout de promouvoir l'alimentation durable. L'association, elle comprend 96 adhérents et adhérentes, 20 bénévoles, mais aussi 2 salariés. Donc la différence entre les salariés et les bénévoles, c'est que les bénévoles, ils s'occupent essentiellement d'entretenir le jardin, et les salariés, ils entretiennent aussi le jardin, mais ils s'occupent aussi de réaliser les animations dans les écoles, dans des centres sociaux, à des médiathèques, etc. Au cours de cette enquête, j'ai réalisé 12 observations participantes, ce qui représente à peu près 60 heures d'observation. Et j'ai fait 8 entretiens, 2 avec les 2 salariés de l'association et 6 avec les membres de la collégiale d'administration. Donc je me suis concentrée sur les membres les plus influents de l'association parce que mon but, c'était de l'étudier sous l'angle de l'entreprise de morale, donc le concept de Howard Baker. Je vais peut-être faire un rappel sur ce que c'est, mais du coup, c'est un groupe d'individus qui va mener une croisade morale pour diffuser auprès du plus grand nombre une norme ou une pratique. Voilà. Donc mon but, c'était de montrer comment l'association, elle promeut la norme de l'alimentation durable et qu'est-ce que ça produit par ricochet. Pour cette communication, j'ai décidé de me limiter à la présentation de l'un de mes résultats d'enquête, qui est de dire que l'association est un espace d'entre-soi. Donc je développerai mon propos en 3 temps. Tout d'abord, je reviendrai sur le fait que les individus des classes moyennes et supérieures fortement dotés en capital culturel sont surreprésentés dans l'association. J'expliquerai aussi qu'elle peut leur permettre de support de réactualisation pour de socialisation antérieure. Et enfin, je montrerai que les freins à l'écologisation des pratiques, ils tendent à être dissimulés par un discours qui la présente comme accessible à tous. Il y a quand même un élément qui est important d'avoir en tête avant de commencer, c'est que contrairement aux jardins ouvriers ou aux jardins familiaux, les jardins urbains et les jardins partagés, il n'y a pas de critères de recrutement à l'entrée, donc ils sont supposés favoriser la cohésion sociale, la mixité, le partage, etc. Et la mixité, c'est un élément qui m'a été présenté comme caractéristique de l'association. Sauf que, en entretien, en fait, mes enquêtés, ils en parlent uniquement sous le prisme de l'âge, sur le fait que l'association est intergénérationnelle. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est présent dans l'association, puisqu'elle regroupe des individus d'âge très variés. Mais par contre, cette mixité, elle est nettement moins présente sous d'autres formes. Par exemple, en termes sur 12 observations, j'ai jamais rencontré d'individus racisés au jardin, par exemple. Et concernant la classe sociale, je ne peux pas vraiment dépasser le stade des hypothèses parce que je n'ai pas réalisé d'entretien avec tous les membres de l'association. Mais par contre, la littérature scientifique, elle insiste sur une surreprésentation des classes moyennes et supérieures diplômées. Et ça, c'est le profil qui correspond vraiment aux enquêtés, donc aux membres les plus influents de l'association. Pour classer mes enquêtés, je me suis basée sur la définition des classes sociales de Thomas Amossé, qui est une définition qui repose sur les PCS. Et à partir de sa définition, j'aurais 2 individus ouvriers maraîchers, donc qui seraient de classe populaire, 2 indépendants, donc qui appartiendraient aux classes moyennes, et 4 cadres et professions
profession intellectuelle supérieure, donc de classe supérieure. J'ai pas le temps de présenter en détail leur trajectoire professionnelle et leur trajectoire sociale, mais en fait, il y a pas mal de limites qui font qu'ils sont finalement plutôt... Enfin, il y a plusieurs critères qui les font appartenir à d'autres classes sociales, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte que la classification en termes de classe sociale, elle était assez peu pertinente. Par contre, ils ont un point commun principal, c'est qu'ils ont tous un niveau de diplôme supérieur au bac+3 et ils ont tous un goût prononcé pour les pratiques culturelles légitimes. Donc finalement, quelle que soit leur classe, ils appartiennent tous à la fraction intellectuelle de celle-ci. Dans son étude sur les socialisations des enfants à l'écologie, Julien Vitores il montre que le rapport à la nature des individus des classes moyennes et supérieures intellectuelles, il est marqué par deux éléments. Déjà, c'est des personnes qui valorisent la contemplation et l'esthétisme de la nature. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé au jardin parce que, alors, c'est notamment lors des repas partagés, c'est très fréquent qu'il y ait un bénévole qui arrête tout le groupe, toutes les discussions du groupe pour montrer l'envol d'un oiseau, etc. Et tout le groupe s'extasie de l'envol de cet oiseau et ça entraîne des commentaires, etc. Et concernant l'esthétique du jardin, Florence Weber, elle montre que c'est un outil de distinction sociale et de valorisation du jardinier ou de la jardinière et que les classes supérieures, ils valorisent plutôt l'esthétique de la friche et du foisonnement parce que ça leur permet de mettre à distance les tracés très géométriques des classes populaires qui ont, par nécessité d'autoproduction, plus besoin de rentabiliser l'espace. Le deuxième élément que met en avant Julien Vitores, c'est que ces personnes, elles perçoivent la nature comme un support éducatif. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai retrouvé au jardin, puisqu'il y a un groupe de bénévoles qui s'est formé pour créer un escape game au verger. Donc le but, c'est que les participants et les participantes, ils se promènent dans le jardin et qu'à travers la résolution d'énigmes, ils apprennent des choses sur l'alimentation durable, sur la biodiversité qu'il y a dans le jardin, etc. Donc on comprend que le jardin, il est vraiment perçu comme un support de transmission pour des connaissances scientifiques. Sauf que cette capacité à voir la nature comme un support éducatif, ça ne va pas de soi et c'est lié à des dispositions qui sont liées au capital culturel. Donc finalement, même s'il n'y a pas de critères de recrutement à l'entrée du jardin, comme les valeurs et les pratiques qui y sont véhiculées sont plutôt caractéristiques des classes moyennes et supérieures intellectuelles, enfin plutôt des fractions culturelles, c'est aussi ces derniers qui sont surreprésentés dans l'association. Comme le rapport à l'environnement et à l'alimentation, c'est tous les deux des éléments qui reflètent les processus de socialisation. En entretien, j'ai interrogé mes enquêtés sur les pratiques alimentaires et horticoles de leur famille. Et là encore, leur discours fait ressortir plusieurs points communs. Concernant les pratiques horticoles, ils ont tous au moins un membre de leur famille qui était jardinier. Et je dis jardinier et pas jardinière parce que c'est essentiellement des hommes, souvent le père ou le grand-père. Et dans un modèle de division sexuelle traditionnel du travail, souvent leur femme à côté cuisinait les produits qui étaient cultivés au verger. Enfin, pas au verger, au potager, pardon. Et concernant l'alimentation, mes enquêtés ont tous grandi dans des familles pour qui bien manger, c'est manger des repas diversifiés, mais aussi préparés à partir de produits frais. Donc en fait, même s'ils n'ont pas toujours cuisiné ou jardiné avec les membres de leur famille, ils ont grandi dans un environnement familial qui a participé, en tout cas qui a favorisé la banalisation des pratiques qui sont prônées dans l'association. Et mes enquêtés, ils ont conscience de reproduire les pratiques de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée parce que c'est un discours qui dénote de celui des classes supérieures qui les caractérisent d'habitude, puisque les classes supérieures ont plutôt tendance à présenter la conversion écologique comme nette et rapide et à vraiment refuser toute continuité dans leurs pratiques. J'ai quand même deux enquêtés qui m'ont dit être devenus végétariens du jour au lendemain. L'un suite à un reportage télévisé, je crois, et l'autre suite à sa grossesse. Et selon moi, cette revendication d'une continuité, elle peut s'expliquer par deux choses. Déjà, le fait que l'association, elle valorise des pratiques qui sont dites ancestrales parce qu'elles sont présentées comme plus vertueuses pour l'environnement, mais aussi par le parcours de mobilité sociale ascendante de mes enquêtés qui s'inscrit soit sur une génération ou alors qui s'étale sur plusieurs générations.
Et en fait, ce parcours de mobilité ascendante, il les pousse à se distinguer, à distinguer plutôt leurs pratiques actuelles des pratiques de leurs parents. Et pour ce faire, ils requalifient des pratiques de récupération, d'autoproduction ou même d'anti-gaspillage qu'ils faisaient avant pour des raisons économiques, mais au prisme d'arguments environnementaux. Et en fait, en ajoutant cette intentionnalité dans leurs pratiques, ça leur permet de les revaloriser, du moins symboliquement. Et quand j'ai interrogé mes enquêtés à propos de la modification de leurs pratiques depuis qu'ils sont engagés dans l'association, ils ont tous insisté sur leurs pratiques et leur conscience environnementale antérieure. Mais par contre, ils ont quand même reconnu que l'association, elle pouvait avoir accentué leurs pratiques et leur conscience. Donc on comprend que l'association, elle peut leur servir à la fois de support de revalorisation symbolique, mais aussi de support d'apprentissage de nouvelles pratiques. Et ils les apprennent à travers l'échange, à travers l'observation des pratiques des autres participants, mais aussi à travers des incitations à l'expérimentation. Et donc, il y a des démarches qui vont viser explicitement le développement de nouvelles pratiques, et ça, c'est notamment le cas des ateliers de cuisine et de jardinage, qui ont clairement cette vocation. Mais après, il y a aussi des pratiques qui vont être des supports de socialisation plus implicites, et ça va être notamment le cas des repas partagés. Donc, les repas partagés, c'est des repas qui rythment tous les rendez-vous bénévoles et dans lesquels chacun est encouragé à apporter un plat et pour que tout le monde mange ensemble le midi ou le soir. Et donc, dans ces repas partagés, il y a essentiellement de l'alimentation végétale, végétarienne, des produits qui sont faits maison, ou s'ils ne sont pas faits maison, c'est des produits qui vont être bio. Donc, en fait, les temps de repas partagés vont faciliter l'expérimentation et progressivement la modification des goûts des membres de l'association. Donc, l'association, elle, sert d'espace de socialisation secondaire. Les individus qui veulent asseoir ou entamer une mobilité sociale ascendante, ils peuvent s'appuyer dessus pour requalifier d'anciennes pratiques au prisme d'arguments environnementaux, mais l'association, elle leur permet aussi de développer des nouvelles pratiques comme l'alimentation végétale, l'alimentation biologique ou encore la fréquentation d'espaces de consommation alternatifs. Et comme ils sont surreprésentés dans l'association, ces pratiques, elles sont davantage caractéristiques des classes moyennes et supérieures. La position sociale des membres de l'association, elle les pousse à envisager que l'alimentation durable et plus globalement l'écologisation des pratiques, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et ça, c'est un élément sur lequel ils ont beaucoup insisté en entretien. Et aussi, lors de l'Assemblée générale, c'est vraiment quelque chose, un point d'honneur qui a été mis. Et en fait, comme ils sont convaincus que la pratique qu'ils prônent, elle est à la fois bénéfique pour les individus, mais aussi pour l'environnement, ils cherchent à la diffuser auprès du plus grand nombre. Et d'après Howard Baker, cet argument humanitaire, elle pousse les individus qui sont engagés dans une croisade morale à apporter une attention particulière aux individus qui ont une position sociale inférieure à la leur. Donc là, dans le cas de l'association, ça va être essentiellement les individus des classes populaires. Et dans l'association, cette attention particulière aux individus précaires, notamment les bénéficiaires de l'aide sociale, mais aussi les étudiants, elle se traduit par plusieurs choses, notamment la réalisation de ce qu'ils appellent des biocos. Donc, c'est des bocaux de plats préparés végétariens à partir de produits bio qui vont être revendus à très bas prix à l'aide sociale. Mais le directeur de l'association réfléchit aussi à mettre en place des tarifs solidaires pour que les personnes en situation de précarité puissent payer les fruits et les légumes moins chers. Donc, à ses yeux, baisser les prix, c'est supposé favoriser presque mécaniquement en fait, l'achat de produits biologiques, végétaux, etc. Et donc, on comprend que les freins à l'écologisation dans l'association, ils sont essentiellement pensés sous l'angle économique. Et c'est pourquoi les discours de l'association, ils mettent beaucoup en avant les économies qui sont réalisables à partir de la modification des pratiques. Par exemple, ne plus manger de viande, c'est supposé permettre de faire des économies. En tout cas, c'est mis en avant comme tel parce que la viande coûterait plus cher que des fruits ou des légumes. Mais il y a quand même des fois des surcoûts qui sont reconnus, notamment par les membres de l'association qui ont moins de revenus. Et à ce moment-là, ces surcoûts, ils sont justifiés par des arguments qui vont être éthiques ou des arguments de qualité.
Et il y a aussi un autre élément qui est mis en avant pour faire des économies, c'est le fait que acheter des produits préparés dans des espaces de consommation alternatifs, ça coûte cher, mais que par contre, les faire soi-même, ça permet de faire des économies. Par exemple, ne pas acheter une ratatouille à la Biocoop, ça permet de faire des économies. Voilà. Sauf que faire soi-même, ça nécessite du matériel, et ça, c'est un élément qui est en partie pris en compte par les salariés de l'association, notamment quand ils vont faire des ateliers. Ils font attention à ce que les recettes qui sont présentées, elles demandent assez peu de matériel, parce que ça permet aux participants, en fait, après, de reproduire les recettes chez eux. Sauf qu'il y a quand même certains outils qui vont être présentés comme indispensables, et à ce moment-là, ils vont être présentés comme des investissements qui vont permettre de faire des économies sur le long terme. Sauf que penser son budget sur le long terme, c'est pas accessible pour tout le monde, et les classes populaires, du fait de leur budget qui sont plus incertains, et en fait le fait qu'ils aient moins de capacité à anticiper sur l'avenir, en fait ça rend difficile pour eux cette réflexion en termes d'investissement sur le long terme. Et plus globalement, en fait, c'est le temps que nécessite l'action de faire soi-même qui est complètement impensée dans l'association. Pourtant, Océane Sipan, dans sa thèse sur les individus zéro déchet, elle montre bien que écologiser ces pratiques, ça nécessite de repenser complètement ces temporalités quotidiennes, des temporalités qui vont être liées au vivant notamment, parce que consommer des produits frais, ça nécessite de gérer la décomposition de ces derniers, mais aussi des temporalités qui vont être liées à l'activité elle-même, parce que même si dans l'association, les pratiques qui sont prônées, elles sont présentées comme étant simples et rapides, en réalité, derrière le terme de faire soi-même, ça recouvre une multitude de petites actions qui peuvent s'étaler dans le temps et dans l'espace, et d'autant plus qu'il y a, comme dans l'association, une réflexion autour de la revalorisation des sous-produits. Donc c'est vraiment quelque chose qui va accentuer le temps passé dans ces activités. Et ça nécessite aussi de repenser des temporalités qui sont liées aux approvisionnements, puisque écologiser ces pratiques, souvent ça demande de modifier ces espaces de consommation. Souvent ça entraîne une multiplication des espaces de consommation. Et ces espaces de consommation, par exemple la MAP ou la vente en direct du producteur, souvent c'est ouvert que sur des horaires assez restreints. Et donc en fait les horaires d'ouverture de ces espaces de consommation alternatifs, ils contraignent les temporalités de l'approvisionnement. Mais il y a aussi des freins culturels à la fréquentation de ces nouveaux espaces, puisque les boutiques alternatives comme les magasins bio ou les magasins de vrac, c'est des espaces qui correspondent davantage aux normes et aux codes des classes supérieures. C'est aussi des lieux qui sont marqués socialement, donc certains individus, et notamment les classes populaires, ne se sentent pas légitimes d'y entrer. Et au-delà de ça, en fait, les freins culturels, ils dépassent ces simples lieux d'achat, puisque écologiser ces pratiques, ça demande de repenser plus globalement ses goûts. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande beaucoup d'efforts et de réflexion sur sa pratique. Donc, on comprend que même si elle est présentée comme accessible à tous, l'alimentation durable, elle est contrainte par des freins qui peuvent être économiques, culturels, matériels, mais aussi temporels. Et du fait de leur socialisation, de leur position sociale et de leur trajectoire sociale, les membres de l'association, ils ont tendance à les dissimuler. Et de fait, leur discours, ils tendent à présenter l'écologisation des pratiques comme le résultat d'une volonté individuelle qui serait liée au développement d'une conscience écologique et en fait à des arguments motivationnels. Pour conclure, si on reprend les éléments que j'ai cités précédemment, il y a plusieurs choses qui ressortent de cette analyse des membres les plus influents de l'association. Déjà, en tant qu'entreprise de morale, elle souhaite réformer les pratiques du plus grand nombre, et notamment des classes populaires. Sauf qu'on voit que cette surreprésentation des classes supérieures, elle montre qu'en fait, l'association manque sa cible. On constate aussi qu'en prônant une norme d'alimentation durable que les classes populaires ne peuvent pas atteindre, l'association, elle participe non seulement à les tenir à l'écart, mais aussi à disqualifier leurs pratiques. Et enfin, en partant du principe que la conscience environnementale, elle entraîne automatiquement une écologisation des pratiques, les classes populaires sont dans le même temps accusées de se désintéresser de l'environnement, voire même de participer à sa détérioration. Et donc tous ces constats, ils mettent en lumière les différentes tensions qu'il y a
autour des définitions, mais aussi de la mise en pratique de l'alimentation durable. Et ça invite à s'interroger plus globalement sur la possibilité de mener une croisade morale à partir de cette thématique de l'alimentation durable. Merci de m'avoir écouté. Dès à présent, nous pouvons passer aux questions qui lui ont été posées lors de sa présentation. Quelles ressources la fraction culturelle des classes moyennes et supérieures tire de cet engagement associatif? Et y a-t-il un gros turnover des bénévoles au sein de cette association, ou bien ce sont toujours les mêmes? Quelle est l'intensité du lien entre les bénévoles? Alors en fait, souvent, ils viennent de familles où il y a... En tout cas, ils partent du principe que leur famille n'a pas particulièrement de conscience environnementale. Et j'ai l'impression que ce qui tire principalement, c'est une valorisation symbolique déjà de leur pratique, mais aussi un espace de lien et de soutien qui les conforte. En fait, c'est des gens qui sont un petit peu... j'ai pas envie de dire désespérés, parce que c'est pas ça le terme, mais un peu pessimistes face à l'avenir, notamment face à l'avenir de l'environnement. Et en fait, ils ont l'impression que les gens autour ne mettent pas particulièrement en place des actions pour se mobiliser, etc. Et notamment leurs familles et leurs amis. Et en fait, là, d'être dans une association où les gens ont des préoccupations similaires, ça leur apporte vraiment du soutien qui les pousse à continuer. Et en fait, même s'ils agissent et ils ont conscience d'agir à une toute petite échelle, en fait, ils valorisent vraiment cette mise en action parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose. Ils utilisent pas mal la métaphore du colibri ou du petit geste, et en fait, c'est vraiment ça. Ils ont l'impression de ne pas rester inactifs face à cette grande cause qui leur paraît juste trop importante pour ne pas être prise en compte, quoi. Et après, c'était le lien entre eux, et est-ce qu'ils changent beaucoup? Alors, est-ce qu'ils changent beaucoup? Je ne peux pas te dire, parce que moi, je suis rentrée dans l'association qu'à partir du mois d'octobre. Donc, depuis octobre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui partent. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent. Mais ils m'ont quand même parlé de personnes qui étaient parties, donc j'en déduis qu'il y a quand même un petit turnover. Et le lien qu'ils ont entre eux, c'est assez particulier. J'ai une enquêtée qui m'a dit que c'était un petit peu des amis, un petit peu de la famille, mais pas vraiment non plus. En fait, comme dans l'association, ils se réunissent extrêmement souvent, 1 à 2 fois par semaine. En fait, ils se voient tout le temps. Du coup, ils ne se voient pas en dehors, mais ils ont quand même des liens forts sur le moment. Ils sont au courant de la vie de chacun, chacune, et souvent ils habitent aussi pas très loin. En tout cas, il y en a plusieurs qui habitent sur la commune de l'association, donc ils se voient quand ils vont chercher les enfants à l'école ou des choses comme ça. Ou même, en fait, ils sont beaucoup à être engagés à la MAP, et du coup, ils se retrouvent aussi dans leurs espaces de consommation alternatifs. Est-ce qu'ils sont inscrits dans d'autres formes de militantisme? Alors, ils sont dans l'association très... En tout cas, les bénévoles que j'ai rencontrés, ils sont engagés très activement. Après, ils sont à la MAP. Et après, en fait, ils ont quand même des emplois du temps qui sont chargés. Donc, en fait, ils aimeraient être engagés dans d'autres associations, mais ils ne le sont pas, parce que celle-ci, elle leur prend déjà beaucoup de temps et qu'ils préfèrent s'y investir pleinement. Après, j'ai quand même les 2 fondateurs. Alors non, le premier fondateur de l'association, il est vraiment uniquement sur cette association, mais parce que ça lui prend ses journées, ses soirées, etc. Son engagement, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ça déborde vraiment sur sa vie personnelle. Mais par contre, j'ai d'autres enquêtés qui font un petit peu des actions de désobéissance civile et qui sont engagés dans d'autres associations comme ça, un petit peu plus militantes, réactionnaires, on va dire. Et tout ce qui va être les manifestations ou les mouvements comme les méga-bassines, etc. En fait, ils regardent ça de loin. Ils auraient envie d'y participer, mais ils ne le font pas. Et ils reconnaissent aussi qu'en fait, ils sont dans une situation assez privilégiée et qu'en fait, ils n'ont pas particulièrement envie de lâcher leur travail pour aller dans une ZAD, par exemple. Mais même si ils sont complètement en accord avec ça, en fait, tout ce qui est militantisme plus réactionnaire, en fait, ils ne vont pas s'y engager parce que ça leur demanderait de mettre trop de choses de côté pour eux. Et qui prônent quelque chose qui est quand même assez... en fait, ils sont assez en accord avec la norme libérale. Voilà. Alors, ils participent à certaines marches. Par exemple, il y a eu des manifestations pour la loi Duplon. Ils y ont participé parce qu'ils trouvent aussi que c'est quelque chose de trop important. Par contre, sinon, là, les manifestations pour la loi Duplon, c'est des gens qui ont entre 35 et 60 ans. Il y en a plein pour qui c'était leur première manifestation, par exemple. Et en fait, c'est vraiment un engagement dans la rue qu'ils évitent.
c'est plus des engagements qui vont être plus personnels, vraiment moins réactionnaires, quoi. La littérature montre que ce sont beaucoup des classes moyennes et supérieures qui sont présentes dans ces associations, et c'est ce que vous montrez beaucoup, mais dans votre tableau, il y a aussi des ouvriers. Est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard, ou finalement ils ne sont pas si rares que ça? Donc, est-ce que ça suscite des débats ou des conflits quand on sait que l'objectif de transformation est en direction des classes populaires, mais qui finalement sont aussi présentes dans cette association? Puis ce qui interroge, c'est que ce sont des personnes qui sont dans une démarche militante, donc on peut imaginer qu'ils lisent un peu. Mais il ne faut pas aller très loin dans la littérature pour se rendre compte que ce sont les classes supérieures qui polluent et non les classes populaires. Ce qui interroge car ils sont dans une démarche militante, mais sans jugement de valeur, ignorant de ce fait. Alors du coup, en fait, les 2 ouvriers maraîchers, c'est les 2 salariés de l'association qui, en fait, en tout cas, moi, je pense que c'est plutôt ça, mais je pense que c'est des individus des classes populaires qui veulent utiliser l'alimentation durable comme un support de mobilité sociale ascendante et que ça leur permet de se revaloriser symboliquement. Par exemple, j'avais eu une discussion avec eux où ils me disaient que par rapport au travail à l'usine, en fait, ils étaient très heureux de travailler au verger parce que ça leur permet de donner du sens à leur pratique, qu'ils sont au contact de la nature et ça c'est vraiment quelque chose qui valorise. Et moi je leur ai dit mais vous êtes quand même au travail, enfin vous faites un travail qui est physique, vous subissez les conditions météorologiques, etc. Et en fait eux me disent bah oui, mais en même temps ça a du sens. Donc en fait ça leur permet vraiment de faire une distinction de eux, nous et d'aller plus vers les pratiques des classes en haut de l'espace social pour se revaloriser. Et est-ce que ça a créé des conflits au sein de l'association? Non, parce que, en tout cas j'ai l'impression, en fait comme c'est eux qui sont les salariés de l'association, c'est eux qui connaissent vraiment les besoins de l'association, qui connaissent le plus, c'est eux qui ont le plus de connaissances sur les plantes, etc. Donc c'est vraiment eux qui vont être les références pour les bénévoles. Et en fait les bénévoles, alors ça c'est un point que je développe ailleurs dans le mémoire, mais c'est un peu une main-d'œuvre gratuite dont l'association profite. Et du coup, en fait, les bénévoles vont vraiment juste écouter ce qu'on leur demande et exécuter, en fait. Donc, il n'y a pas particulièrement de conflit ou de débat. En tout cas, j'ai pas eu l'impression. Et après, sur le fait de pourquoi ils prennent pas en compte que les classes populaires, elles sont moins polluantes. J'ai quand même des individus. En fait, c'est assez paradoxal leur discours parce qu'ils ont conscience d'être dans une position privilégiée. Ils ont conscience que les classes populaires, elles polluent moins parce qu'ils sont contraints d'avoir des pratiques de sobriété et qui valorisent. Et en même temps, ils sont tellement persuadés que c'est accessible à tous et que c'est uniquement un enjeu de motivation qu'en fait, dans la pratique, si tu t'engages pas pour cette cause et que tu mets pas en place ces choses-là, en fait, c'est que finalement, t'es pas motivé complètement et que tu fais pas les efforts. Et je pense que leur trajectoire sociale, elle joue aussi. Le fait de provenir eux aussi de familles qui sont dans des positions sociales plus basses, en fait, il y a un peu cette idée de si nous, on a réussi, en fait, tout le monde peut réussir à le faire. Et je pense que ça joue aussi sur le fait de penser que l'alimentation durable elle est accessible à tous. Tu disais que lors des repas partagés, ce sont principalement des plats végétariens, donc ça veut dire qu'il y a aussi de la viande. Est-ce que ça suscite des débats ou pas? Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui sont véganes? Et pareil, est-ce que ça suscite des débats? Est-ce qu'il y a un sous-groupe plus radical? Alors oui, il y a des membres de l'association qui sont plus radicaux que d'autres. C'est notamment les 2 fondateurs de l'asso en fait, qui sont vraiment plus engagés pour la cause, en tout cas de manière plus importante. Ils vivent, en fait tous les 2 déjà, ils vivent dans un habitat alternatif, un en yourte et l'autre dans une tiny house. Donc déjà, on sent qu'ils remettent plus de choses en question dans leur vie. Comment c'est pris quand il y a de la viande? En fait, quand il y a de la viande, c'est souvent les 2 bénévoles qui sont les plus âgés qui vont potentiellement ramener une rillette, un pot de rillette, un pot de pâté, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait choquée dès la première fois. En fait, le pot est là, il est sur la table, il ne sera pas touché du repas. Et c'est vraiment, enfin ouais, c'est un produit qui va être un peu mis à l'écart de la table, alors que tous les autres plats, tout le monde va en prendre un petit peu pour goûter, pour féliciter la personne qui l'a préparé, etc.
t'as ramené un pot de rillettes ou un pot de pâté, on va pas te féliciter pour avoir ramené ça, on va pas te poser de questions sur où est-ce que tu l'as acheté. Enfin, ça va vraiment moins susciter de discussion. Mais par contre, il n'y a pas particulièrement de critiques sur les gens qui en mangent. Mais en fait, c'est tellement rare que les personnes en mangent. Et mine de rien, enfin, en fait, je parle de mon expérience personnelle, par exemple, mais moi qui ne suis pas végétarienne, en fait, quand j'ai vu dès les premières fois que tout le monde ramenait des choses végétariennes, parce qu'il y a beaucoup de personnes végétariennes dans le repas, en fait, si le but d'amener pour un repas qu'on partage, en fait, si on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont végétariennes, on va être incité à faire des choses qui vont être végétariennes. Et en fait, au fur et à mesure, on modifie nos pratiques. Et après, en fait, c'est quelque chose qu'on inclut dans notre propre alimentation et où ça modifie vraiment implicitement nos pratiques, en fait. Nous souhaitons remercier Alice Voyer d'avoir accepté que nous enregistrions sa présentation. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.